Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est une balade dans le temps que je vous propose. Depuis des siècles, les inventeurs français se sont souvent trouvés à la pointe du progrès technique et intellectuel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, découvrons ensemble quelques inventions françaises qui ont changé le monde. Le 4 juillet 1885, en Alsace, Joseph Meister se rend dans le village voisin où un chien l'attaque et le mord 14 fois. Le chien avait la rage. C'est la panique dans le village. À l'époque, il n'existait aucun remède. La mère de Joseph avait entendu parler d'un chimiste à Paris vaccinant des chiens enragés. Il s'agissait de Louis Pasteur. Elle décide de le rencontrer pour le convaincre de soigner son fils. Louis Pasteur, ému par l'histoire de cet enfant, administre le fameux vaccin. Il n'avait alors jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Une fois le garçon guéri, Pasteur publie un article sur le cas. L'histoire fait le tour du monde, l'Institut Pasteur est alors créé. Nous sommes en 1878. À cette époque, la cause principale de mortalité chez les bébés prématurés était le refroidissement. Un jour, le docteur Étienne Stéphane Tarnier, chirurgien accoucheur à la maternité de Port-Royal à Paris, se promenait aux eaux du jardin d'acclimatation. Il observe alors dans la poulerie les incubateurs à poussins, le principal étant de maintenir au chaud dans un lieu clos les œufs jusqu'à leur éclosion. Il décide alors d'appliquer cette méthode aux nouveau-nés. Dans les mois qui suivent, il fait construire les premiers incubateurs pour bébés qu'il utilise dès 1880. L'objet accompagne le cou des médecins du monde entier. Il est certainement le symbole le plus connu de la médecine avec la blouse blanche. Il s'agit du stéthoscope. C'est en passant devant des enfants qui s'amusaient dans la rue que lui est apparue la révélation à l'origine de cette découverte. En observant l'un d'entre eux gratter l'extrémité d'une poutre et ses camarades en écouter les sons en résonance l'oreille collée sur l'autre extrémité, l'idée lui vint alors d'adapter le système pour écouter une de ses patientes. À l'aide d'une feuille roulée en cylindre, Laennec se rend compte qu'il peut, en collant l'objet sur la poitrine de la patiente, écouter en simultané le cœur et la respiration. Un apprenti tailleur passionné de mécanique, Barthélemy Timonier dépose en 1830 un brevet pour un métier à coudre qui coud 6 fois plus vite qu'à la main. Il fonde une entreprise pour la production de ces machines. Elles seront saccagées par 200 tailleurs en colère, craignant pour leur travail. Leur inventeur mourra incompris et ruiné. Louis Braille, lui-même aveugle, a conçu cet alphabet tactile afin de pouvoir lire et écrire et ainsi accéder à une éducation comme tout le monde. Le braille représente un outil indispensable pour une personne aveugle pour s'instruire et donc être incluse dans la société. En 1952, à l'occasion du centenaire de sa mort, l'État français décide de panthéoniser l'inventeur de génie. Sa ville d'origine, très attachée à Louis Braille, décide de garder les mains symboliquement. Le reste du corps est au Panthéon. Voici un des objets dont Ernest Hemingway ne se séparait jamais. Le taille-crayon, créé en 1828 par le mathématicien parisien Bernard Lassimone, puis perfectionné en 1847 par Thierry Destivo, avait pour but de remplacer le résultat grossier obtenu au couteau autrefois. L'inventeur du stylo-bille moderne est le journaliste hongrois José Ladislav Bíró, qui a eu l'idée d'améliorer les stylographes de l'époque en employant de l'encre à séchage rapide, utilisée pour l'impression des journaux. Cette idée lui vint en voyant des enfants jouer aux billes dans une flaque d'eau. C'est ainsi que les stylos à billes ont vu le jour en 1938. Premier système de percolation, c'est-à-dire le fait que l'eau traverse le café moulu, est apparu vers 1800 grâce à l'archevêque de Paris, Jean-Baptiste de Belois. La cafetière disposait d'une réserve d'eau chaude qui coulait doucement sur le café moulu pour retomber dans une verseuse. La version mousseuse du vin de Champagne a été découverte par hasard.
Tout a commencé lorsque les viticulteurs champenois ont essayé d'imiter les vins de Bourgogne. Cependant, ils n'y sont pas parvenus dû à l'hiver froid dans la région qui entraînait l'arrêt de la fermentation des vins entreposés dans les caves. Le climat froid permettait aux cellules de levure dormantes de se réveiller de nouveau au printemps et à recommencer à fermenter, provoquant ainsi la libération des gaz carboniques qui s'échappaient du vin dans la bouteille. Dans un premier temps, les bouteilles étaient fragiles et éclataient. Celles qui avaient survécu contenaient le fameux vin mousseux. C'est au Français Louis Réard en 1946 que l'on doit l'invention du bikini. C'est en observant les femmes retrousser leur maillot de bain pour bronzer que lui vient l'idée de créer le plus petit maillot de bain du monde. Son nom, Bikini, est inspiré du premier essai nucléaire américain dans l'atoll de Bikini, dans les îles Marshall, voulant créer la bombe anatomique. René Lacoste invente le polo dans les années 1920. Il rompt d'abord avec la tradition qui voit les joueurs de tennis pratiquer leur sport avec des chemises à manches longues, très peu pratiques. Il les coupe, ce qui est une révolution car les hommes en bras de chemise étant associés aux ouvriers ou aux agriculteurs. Mais ses succès sportifs et sa popularité vont grandissant. En 1926, il adopte pour son haut sans manches la maille jersey, portée par les officiers britanniques qui jouent au polo en Inde. L'idée du nettoyage à sec en contraste avec le nettoyage à l'eau est née accidentellement à la fin du XIXe siècle, lorsqu'un Français a remarqué l'efficacité de la térébenthine après en avoir renversé par accident sur une nappe tachée. Il lance alors un nouveau service, le nettoyage à sec. À l'origine, on l'appelait bain-douche ou douche en pluie. Il y a 150 ans, le docteur Méry Delabeau, médecin en chef de la prison Bonne Nouvelle de Rouen, inventa la douche. Le docteur Delabeau était un spécialiste de la science pénitentiaire. Ses interventions hygiéniques visaient à faire de Bonne Nouvelle une prison saine. L'essor du vélo débute grâce au Français Pierre Michaud en 1861, lorsque son fils et lui-même décident de placer des manivelles à pédales sur le moyen de la roue avant. Dès lors, le monde se mit à pédaler. C'est la présentation de cette invention à l'Exposition universelle de Paris qui permit à Michaud de développer son concept et le produire à grande échelle. Le vélo sera par la suite largement démocratisé en 1903 grâce au premier Tour de France, événement international qui placera le pays parmi les références du vélo. Dans un premier temps réservé aux hommes de la haute société, le vélo apparaît rapidement comme un moyen de locomotion rapide et innovant en France. Il faudra pourtant attendre 1890 pour que les femmes aient accès à la bicyclette, qui se révélera pour elles être un incroyable moyen d'émancipation. Léonard de Vinci dessina une première ébauche de parachute faite de bois et de toile vers 1500. Mais c'est un Français, André-Jacques Garnerin, qui mit au point un dispositif totalement souple. Il en fit la démonstration devant une foule angoissée le 22 octobre 1797. En s'élançant d'une montgolfière à 1000 mètres d'altitude au-dessus du parc Monceau à Paris, son épouse Jeanne Geneviève l'imita et devint ainsi la première femme parachutiste. C'est suite à une commande de la sœur de Napoléon, Caroline Murat, Abraham Louis Breguet, célèbre horloger, réalise sur mesure la première montre-bracelet de la reine de Naples. Par la suite, la montre-bracelet, qui est imprécise du fait de sa petite taille, devint un accessoire réservé surtout à la jante féminine. C'est toujours dans la poche de la veste, prévue à cet effet, que les hommes gardent leur montre. L'impopularité de la montre-bracelet auprès des hommes va pourtant progressivement laisser place à un vif intérêt, notamment pour les militaires. En 1847, l'horloger français Antoine Redier dépose le premier brevet d'invention officielle pour un mécanisme de réveil matin réglable. Peu après, ce sera un montre-réveil, puis une pendule-réveil, et il continuera à mettre au point quantité de nouveautés ou de perfectionnements qui feront progresser l'horlogerie.
En 1974, Roland Moreno invente le dispositif qui va changer le cours de sa vie et celui de millions de personnes. La carte à puce est née. 7 ans plus tard, celle-ci est utilisée par les Français pour les cartes bancaires. Elle trouve ensuite de nombreuses autres applications, comme la carte SIM utilisée dans les téléphones portables, les badges d'accès au bâtiment ou encore les cartes d'abonnement à des services prépayés comme la carte de téléphone ou les titres de transport. Au XVIIe siècle, il était possible d'envoyer des courriers par l'intermédiaire de bureaux de poste, mais uniquement d'une ville à l'autre. Pour expédier une lettre dans un autre quartier de la ville, il fallait passer par un coursier personnel. Le conseiller d'État Jean-Jacques Renoir de Villayer en 1953 reçut la bénédiction de Louis XIV pour créer la première petite poste, des boîtes aux lettres disposées dans certains quartiers de Paris. À la fin du XIXe siècle, le préfet de la Seine, Eugène Poubelle, lassé par l'extrême saleté des rues de Paris, prend le 7 mars 1884 un arrêté qui va faire du bruit. Il impose à tous les propriétaires d'immeubles de mettre à la disposition de leurs locataires des récipients communs munis d'un couvercle et d'une capacité suffisante pour contenir les déchets ménagers. Les Parisiens habitués auparavant au fameux système du tout à la rue ont du mal à se discipliner et ne tardent pas à appeler les récipients poubelles, par vengeance envers le préfet. Voilà, c'est la fin de notre balade dans le temps avec nos inventeurs français. N'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres inventions françaises auxquelles vous pourriez penser. En attendant notre prochaine balade, soyez heureux et parlez français. À bientôt.